Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Voici les titres du journal. Le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou sera fermé au public à partir du mois de décembre prochain. Les travaux entrant dans le cadre de sa rénovation et la finalisation du projet de mall et de galerie commerciale démarrent en janvier 2019. Le chef de l'État Patrice Talon était sur les lieux hier, les images à suivre. Lancement du projet Cité.bj, mettre le numérique au service des populations. Les acteurs œuvrant pour le développement à la base réfléchissent à sa mise en œuvre. Le point dans un instant. Des bus et des camions font la queue pour traverser la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. En juillet dernier, les deux pays ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. À nouveau, le chef de l'État Patrice Talon est descendu hier matin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est dans le cadre de la finalisation du projet de mall et de galerie commerciale et surtout la rénovation du palais des sports en même temps que celle du dit stade qui démarre en janvier 2019. Cap a été ensuite mis, comme vous le voyez sur les images, sur le centre de promotion de l'artisanat et au hall des arts de Cotonou, où la visite du président de la République vise à apprécier l'existant pour engager un audit afin de voir ce qui peut être conservé sur le site. Il s'agira donc d'implanter à thème un pôle sportif urbain et de réaménager le CPA à travers l'implantation d'une galerie des arts et de la maison des artistes. Le Conseil des ministres de ce mercredi a eu recours au partenariat public-privé afin de pouvoir financer et de construire une cité ministérielle à Cotonou, mais également la construction de 2570 logements sociaux à Wedo. Cette démarche du gouvernement vise à faciliter l'accès d'un grand nombre de Béninois à un habitat décent d'ici 2021 tel que prévu par le PAG. Écoutons le ministre du Tourisme Oswald Omeki pour plus de précisions. Recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. De tout temps, notre État a consacré d'énormes ressources au baux administratif dont la gestion a révélé de nombreux abus. C'est pour remédier à cette situation, tout en offrant un cadre de travail adéquat aux agents de l'administration publique, que le gouvernement a initié les projets de construction d'une cité ministérielle à Cotonou et des cités administratives départementales pour lesquelles les remises de sites ont déjà été effectuées. En ce qui concerne la cité ministérielle de Cotonou, sa réalisation favorisera l'émergence d'une véritable zone de concentration des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Quant au projet de construction des 20 000 logements, il vise à faciliter d'ici 2021 l'accès d'un grand nombre de Béninois à un habitat décent. Sur les 10 849 logements à réaliser sur le site de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs partenaires se sont déjà manifestés pour une première tranche de 8 279. L'attribution du présent lot de 2 570 logements consacre le bouclage du quota prévu sur ce site. Afin de mener à bien l'exécution des travaux de la cité ministérielle d'une part et des 2 570 logements d'autre part, le Conseil des ministres a autorisé le recours au partenariat public-privé et instruit les ministres concernés de conduire diligemment les procédures administratives appropriées. Autre brève dans ce journal, les membres du bureau politique national de l'UDBN entendez, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, ainsi que les militants du parti venus de toutes les contrées du Bénin sont en congrès extraordinaire depuis ce matin. Les assises de ce 4e congrès ont pour but de dévoiler à l'opinion publique la position qu'adoptera le parti pour les prochaines échéances électorales. Et il faut dire déjà que l'UDBN devient désormais l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. On y reviendra dans nos prochaines éditions.
Promotion de la civique tech pour une démocratie locale participative, c'est le but du projet Cité, un projet qui consiste à mettre le numérique au service des populations. Les acteurs œuvrant pour le développement à la base se sont réunis à cet effet ce vendredi à Cotonou pour mieux réfléchir sur la mise en œuvre du dit projet. C'est dans le but de promouvoir la participation citoyenne au moyen du numérique que l'Association nationale des communes du Bénin, en collaboration avec l'Agence française de développement à travers le Centre international de développement et de recherche, ont initié le programme Cité.bj. Le projet Civic Tech entend donc mettre au service de la démocratie locale des outils numériques pour permettre aux populations, notamment les femmes et les jeunes exclus du dialogue politique communale, de participer aux décisions de développement local de leur commune. Cité.bj, c'est la promotion de la technologie citoyenne pour le renforcement de la démocratie locale. Mais étant entendu que nous vivons aujourd'hui dans un monde complètement dématérialisé, où le numérique a investi tous les aspects de notre vie, autant saisir l'opportunité et les nombreuses possibilités qu'offre la technologie pour travailler à l'amélioration de la gouvernance locale. Au Bénin, ce sont les communes de Baninkoara, de Tori, d'Avrancourt et la commune de Boïcon qui ont été choisies pour accueillir ce programme. Pour les représentants de l'Agence française de développement et du Centre international de développement et de recherche, le Bénin a été un pays de choix pour la mise en œuvre de ce projet. Au Bénin, on remarque que la sphère Internet est développée, beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux, on a beaucoup de groupes WhatsApp. Du coup, cette sphère permet vraiment une réelle démocratisation de la parole, notamment pour les populations exclues et pour les femmes. Le Bénin a effectivement une grande tradition de participation citoyenne, dont le meilleur exemple est quand même les plans de développement communaux qui sont faits tous les 5 ans, ce qui est quelque chose de vraiment à mettre en exergue par rapport à d'autres pays. Le projet Cité.bj est financé par l'Agence de développement français à hauteur de 722 059 €. Le représentant du ministre de l'économie numérique rassure de ce que le gouvernement béninois voit en ce projet une initiative novatrice. Le projet Cité.bj vient en appui aux actions du gouvernement. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner ce projet dont les retombées se feront constater dans un proche avenir. Initié depuis mai 2018, le projet Cité.bj sera mis en œuvre pour une durée de 3 ans. Les jeunes des communes de Didia, Agboizou et de Zakota bénéficient de l'accompagnement de l'ONG Plan International Bénin à travers le programme Yewa. C'est un programme qui va faciliter leur autonomisation. Les activités ont été officiellement lancées à Boïcon jeudi dernier en présence des bénéficiaires et des autorités des communes concernées. Le programme d'autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest, Youth Empowerment in West Africa, Yewa, lance ses activités pour les jeunes des communes de Didja, Agbanizou et de Zakota. Une initiative de l'organisation Plan International Bénin qui vise, entre autres, la santé de la reproduction des jeunes et leur auto-prise en charge par des activités génératrices de revenus. C'est un programme qui se trouve dans 4 pays. Le Togo, le Burkina, le Mali et aussi le Bénin. Je pourrais aussi demander aux jeunes de s'auto-organiser et de se mettre vraiment à l'écoute des animateurs du programme afin qu'ils puissent bénéficier des acquis du programme. La cérémonie de lancement des activités du programme Yewa pour les communes bénéficiaires du zoo a été marquée par des témoignages poignants. Les jeunes sont soucieux de leur avenir. Je sais comment il faut parler avec une grande personne et je sais comment il faut exprimer devant beaucoup de personnes. Et en plus, je sais comment il faut parler avec mes parents à la maison. Une jeunesse engagée à prendre conscience pour son avenir, les autorités de tutelle encouragent Plan International Bénin à travers son programme Yewa. Nous, autorités de ces communes, resterons, comme par le passé, ouvertes et à l'écoute de tous et allons contribuer à la réussite du programme. Pour pouvoir les aider à émerger, ce programme rentre en ligne de compte avec
les attributions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Je voudrais aussi préciser que ce programme permettra d'aider le gouvernement à pouvoir exécuter son programme d'action du gouvernement, étant donné que ça contribue ainsi à pouvoir assurer l'amélioration des conditions de vie des populations, puisque toutes les couches vulnérables se verront renforcées à travers l'ensemble des programmes, y compris le programme YEWA. Le programme Youth Empowerment in West Africa vise les jeunes de 14 à 35 ans. Il va durer 4 ans pour les bénéficiaires de Djidja, Agbayinzou et de Zakota. L'Agence de normalisation et de métrologie contrôle qualité a organisé la 2e édition de la Journée nationale de la certification placée sous le thème « La certification gage de sécurité pour le consommateur local ». Cette journée vise à mettre en point d'orge et promouvoir la qualité de tout produit et services industriels et numériques sur le marché. Considérée comme un outil de progrès et d'émergence pour les entreprises, la certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une attestation écrite qu'un produit, un procédé ou service est conforme aux exigences spécifiées. Elle met en exergue la qualité des produits et services destinés à la consommation, garantissant ainsi la sécurité pour le consommateur. Aujourd'hui, c'est une question de survie pour les entreprises. La célébration du modèle qualité constitue un enjeu pour la suivi de nos entreprises et industries. Cette 2e édition de la Journée nationale de la certification devra permettre de mettre en scène les entreprises pionnières dans le domaine de la qualité en relevant leur parcours afin de permettre de drainer celles qui hésitent encore à rentrer dans cette démarche. Toute entreprise, quel que soit son domaine d'activité, a besoin de la certification. Les normes internationales sont un moyen efficace de garantir la sécurité et de réduire au minimum les risques. Plusieurs entreprises béninoises ont déjà fait l'expérience de la certification. Certaines se félicitent aujourd'hui des retombées. Nous inscrivons dans la démarche qualité. Nous nous sommes inscrits dans une logique de satisfaction client. Et la satisfaction client pour nous, c'est ce qui nous a permis, au regard des exigences, d'asseoir une politique commerciale et de l'orienter dans le sens de satisfaire nos clients et de conquérir le marché. Ce qui fait de nous aujourd'hui un leader en termes de distribution au Bénin. La recherche permanente de la qualité des produits et services, la maîtrise de son management et la sécurité des consommateurs doivent constituer la préoccupation majeure des unités de production sur les différents marchés. Le défi de la qualité reste donc entier, ce qui justifie la place prépondérante qu'elle occupe dans le programme d'action du gouvernement. C'est précisément en raison de cette exigence fondamentale que le ministère de l'Industrie et du Commerce fait de la qualité un facteur majeur de la promotion et de la pérennisation des entreprises béninoises. En effet, le gouvernement a décidé de placer sa politique en faveur des entreprises sous le signe de la croissance qualitative et du développement durable, concept complémentaire, voire indissociable dans une économie moderne. Sa réussite est alors un pas de géant dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La cérémonie officielle de la 2e journée de la certification a pris fin sur une visite de stand des différentes structures. Une série de communications est aussi prévue pour mieux outiller les participants sur la certification. Parlons des réformes dans le système éducatif à présent. Les enseignants vacataires des lycées et collèges du Bénin sont tenus à partir de cette année scolaire de déposer en plus de leur diplôme les relevés de notes. Une mesure prise par le gouvernement pour assainir le secteur pour un enseignement de qualité. Pour se conformer à la réforme, ces enseignants vacataires procèdent depuis quelques jours au retrait de cette pièce dans les différentes facultés de l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont là pour une raison hors de ce qu'on pourrait penser. Ce sont les enseignants vacataires de l'enseignement secondaire. Le principal motif de leur présence, retirer leur relevé de notes conformément aux nouvelles exigences du gouvernement qui consistent à compléter leur dossier des relevés de notes.
Mais l'obtenir à la FAST est tout un calvaire. Ça fait un bon moment que j'ai fait la demande de mon relevé de notes. Mais jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas encore eu ça. J'étais obligé d'abandonner le cours ce matin pour être ici. Et malgré ça, je viens quand même de quitter les bureaux. Ce n'est pas prêt. Le gouvernement nous a demandé de déposer les originaux de nos diplômes. On a déposé. Et maintenant, le même gouvernement nous dit d'apporter les relevés. Pour le vice-doyen de la faculté, cet état de choses est dû à la négligence de ces étudiants enseignants vacataires. C'est une négligence de leur part. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, c'est de la négligence. Parce que lorsque vous finissez vos études, vous devez faire la demande des papiers qui attestent que vous avez réellement fini vos études. Ce n'est pas le jour où on cherche l'emploi, ou bien le jour où on a l'opportunité d'avoir un emploi qu'il faut commencer par courir pour demander ces papiers. Ils devraient déjà en demander, retirer et disposer de ces papiers sur eux, va montrer ça acquis de droit à tout moment, ce qui n'a pas été fait. Bien qu'ils reconnaissent la pertinence de la mesure de gouvernement, ils souhaitent tout de même que leurs conditions de vie et de travail soient améliorées. Il faut que ce gouvernement nous aide réellement, parce que nous souffrons. Même dans les collèges, on est vraiment maltraités. Il faut qu'après ces relevés, qu'ils fassent quelque chose quand même de sérieux pour les vacataires. Soit ils lancent les concours, soit ils sédentarisent ou ils reversent. Parce que nous travaillons. Et sans les vacataires, je vous assure tout que l'enseignement va tomber. Retirer ces diplômes et relevés de notes à la fin des études reste et demeure une nécessité pour tout étudiant. Autre constat dans ce journal, le marché Kasoto à Cotonou est dans un état totalement lamentable. L'état de délabrement des toits et des étalages est la cause de nombreuses difficultés auxquelles font quotidiennement face les bonnes dames. Des toitures complètement délabrées et rouillées, tel est l'état des hangars qui abritent les vendeurs du marché de Kasoto, situé aux abords du tronçon Cotonou-Calavi. Dans ce haut lieu d'échange, les conditions de vie sont inadéquates et la mévente dicte sa loi. Exposés au soleil et à la pluie, les usagers de ce marché doivent braver les intempéries avant de trouver leur gagne-pain. Puisque les toits sont tous troués, la pluie nous a mouillés aujourd'hui même. Nous n'avons pas le choix. Le marché est inachevé, les tuiles déchirées et le marché est vide. Tout est gâté dans le marché. Nous n'avons ni lumière ni pluie. Les gens ne viennent plus acheter. Nous restons sous la pluie et sous le soleil. Nous ne vendons plus rien du tout. Au dire de certains usagers du marché, à maintes reprises, les autorités seraient passées, touchées du doigt le calvaire qu'ils vivent et promis une future amélioration ainsi qu'une éventuelle délocalisation du marché. Des promesses qui jusque-là ne se sont jamais réalisées. Elles fustigent également l'absence d'un feu tricolore pouvant réguler la circulation afin de faciliter la venue des acheteurs dans le marché, d'où ces appels acquis de droit. J'implore les autorités pour qu'elles viennent nous les réparer afin que nous soyons un peu soulagés. Nous sommes dépassés. À cause de la route, les gens préfèrent aller à Bedoko. Nous voulons qu'on nous réaménage le marché et qu'on nous aide. Nous ne vendons plus. En attendant que d'ici là, les autorités compétentes viennent au secours des usagers du marché de Kasoto, ces vendeuses devront continuer de se battre contre les aléas climatiques et la mévente, tout en espérant l'amélioration de leurs conditions. Dans l'actualité internationale, des bus et des camions font la queue pour traverser la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, une frontière qui n'était accessible qu'aux soldats réfugiés ou parfois aux rebelles. Mais grâce à la normalisation de leurs relations, l'ancien Nomasland connu des éthiques est aujourd'hui frémissant d'activité. Camions chargés de briques et de bois, carrioles de fruits et légumes et autocars de locaux rendant visite à leurs familles traversent désormais la frontière Éthiopie-Érythrée sous l'œil bienveillant de soldats qui jusqu'il y a quelques mois se regardaient en chiens de faïence depuis leurs tranchées creusées dans le roc. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant.
Du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent. L'ouverture entre les deux pays suscite des espoirs de développement qui se heurtent à la réalité d'un sous-développement érythréen alors que l'économie éthiopienne enregistre des taux de croissance parmi les plus forts d'Afrique. Je suis très surpris, je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est surprenant, mais je suis heureux. Rappelons que l'Érythrée avait l'une des économies les plus faibles d'Afrique. Et ce lundi, le Brésil entame l'avant-dernière semaine d'une campagne tendue avant le second tour de la présidentielle. Cette période permettra d'apprécier si le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, pourra maintenir sa place de grand favori ou s'il se fera rattraper par Fernando Haddad, candidat de la gauche. Le scrutin du 28 octobre, le plus polarisé de l'histoire du Brésil, réserve un duel d'extrêmes. D'un côté, Bolsonaro, ex-capitaine de l'armée qui promet de libéraliser le port d'armes, se retrouve en face de Fernando Haddad, professeur universitaire qui a remplacé l'ex-président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, incarcéré pour corruption et déclaré inéligible. Ce qui me surprend, c'est que c'est le contraire de la démocratie. Quand les gens pensent que, parce qu'une autre personne vote pour un candidat différent, c'est une raison pour l'attaquer. Et plusieurs cas l'ont montré. Fort de 46% des voix au premier tour, Bolsonaro a de grandes chances d'être élu. Par contre, Fernando Haddad, qui a obtenu 29%, a besoin d'un revirement spectaculaire pour offrir au Parti des travailleurs sa 5e victoire de suite dans une présidentielle. Une mission quasi impossible. Il y a aujourd'hui une tendance à une polarisation d'une violence extrême qui ne se terminera pas après le 28 octobre. Parce que cette culture de la violence qui prévaut va laisser des traces. Si une partie de la population appelle à une union sacrée contre Bolsonaro au nom de la démocratie, de nombreux Brésiliens préfèrent au contraire voter pour l'extrême droite pour éviter à tout prix que le Parti des travailleurs revienne au pouvoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, ce sera votre émission. Tous les jours ne sont pas dimanche. Retrouvez Maître Alain Orunla, Bastien Salami, Nouroudine Sakassale, Jules Léandre Kitty dans un débat contradictoire sur la criette. C'est donc à 13h30. Prenez le rendez-vous.